Vous avez dû le voir récemment dans les réseaux sociaux, ces témoignages de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, ces messages de soutien placardés contre des murs à Nouméa. La parole se libère-t-elle? Ces actes de violence sont-ils encore trop banalisés? Vers qui se tourner et que dit la loi? Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Elles font beaucoup trop la une de nos journaux. Les violences sexistes et sexuelles concernent 3 fois plus de victimes qu'en France. Comment reconnaître que l'on est soi-même une victime? Vers qui se tourner? Maître Ophélie Despujol, avocate, et Anne-Marie Mestre, présidente de l'association SOS Violence, sont mes invités ce soir. Elles répondront à toutes ces questions. Et nous aurons aussi le témoignage poignant de Leïla. Elle nous racontera ce qui lui est arrivé à l'âge de 15 ans. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Maître Despujol, je vous parlais de violences sexistes et sexuelles. À quel moment on parle de violences sexistes et de violences sexuelles? Alors, au niveau de la loi, on ne parle pas vraiment de violence sexiste. Je pense que ce qu'on entend par le terme générique de violence sexiste, ça correspond plus pénalement à ce qu'on appelle le harcèlement en fait, sexuel. Ce qui se distingue au niveau de la loi de tout ce qui concerne les agressions sexuelles, qui sont bien évidemment un degré de gravité supérieur que tout ce qui relève du harcèlement. En réalité, le harcèlement, ça concerne des propos ou des comportements qui vont être répétés de nature sexuelle, alors que les agressions sexuelles, on parle vraiment de gestes, de contacts physiques qui peut caractériser l'infraction de violence sexuelle. Alors, violence sexiste, violence sexuelle, agression, viol, on a beaucoup de termes quand même. On pourrait presque s'y perdre. Au regard de la loi, quels sont les différents types de violences sexuelles? Alors, principalement, on a 2 types d'infractions à caractère sexuel. Je mets le harcèlement à part parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de complètement différent. On a ce qu'on caractérise au niveau pénal du terme les agressions sexuelles et on a une autre qualification qui est beaucoup plus grave, qui est une qualification criminelle qui correspond à ce qu'on appelle le viol. Alors bien évidemment, les conditions de ces 2 infractions ne sont pas les mêmes. Pour qu'on parle de viol, il faut qu'il y ait un acte de pénétration sexuelle, alors qu'une agression sexuelle, ça va être un contact physique sans forcément qu'il y ait une pénétration sexuelle. C'est-à-dire que quelqu'un à son bureau, on a un patron qui a souvent la main sur son épaule et tout avec des allusions sexuelles. Est-ce qu'on peut considérer comme une agression sexuelle ou pas? Alors là, on est un peu à la limite entre le harcèlement sexuel et l'infraction sexuelle. Bien évidemment, si vraiment le contact physique est imposé et qu'il y a vraiment une connotation sexuelle, on basculera dans la qualification d'agression sexuelle. C'est vrai qu'une main sur une cuisse, à partir du moment où la personne n'y a pas consenti, ça peut caractériser une agression sexuelle aux yeux de la loi. Et quand vous parlez de viol, vous parlez de pénétration. Pénétration, moi je comprends avec le sexe. Est-ce que c'est réellement ça? Bien sûr, alors c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est vrai que c'est ce qu'on imagine le plus souvent, mais il faut savoir que le viol, ça peut être aussi une pénétration buccale, c'est-à-dire l'introduction du sexe dans la bouche de la victime. Et puis ça peut être une pénétration anale aussi, une pénétration digitale, c'est-à-dire d'introduire les doigts dans le sexe de la victime. C'est un viol, ce n'est pas une agression sexuelle, c'est bien un viol. Ou d'utiliser un objet tout à fait. Comme alternative au sexe. Tout à fait. Justement, Anne-Marie Mestre, vous êtes présidente de l'association SOS Violence. On va parler un peu plus de cette association. C'est quoi l'objectif et qu'est-ce qu'elle propose? Alors, cette association a été créée en 1992 à l'initiative d'une magistrate qui s'appelait Mme Gervais de Lafont et qui avait constaté que de plus en plus de femmes mélanésiennes faisaient appel au droit français et ne se satisfaisaient plus d'arrangements coutumiers, si je puis dire. Et donc il y a eu un groupe de réflexion, et de ce groupe de réflexion est née la création de l'association, dont la première a été Marie-Claude Chibaou, qui est restée notre présidente d'honneur, et j'assume maintenant, depuis 1996, la présidence de cette association. Alors notre
vocation, entre guillemets, ça a été beaucoup dans un premier temps de faire de l'information auprès des victimes potentielles, puisqu'on avait fait le constat très vite que les 2 tiers des victimes qui s'adressaient à l'association étaient mineurs au moment des faits. Et donc on a fait beaucoup d'informations en milieu scolaire, du primaire à l'université, et puis surtout c'est l'accompagnement judiciaire des victimes, parce que c'est vrai que la plupart des victimes, le fonctionnement de la justice, ça leur est un peu hermétique, et puis surtout c'est un peu angoissant. Et c'est vrai que la théâtralité, si je puis dire, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour d'assises, c'est quelque chose qui est assez intimidant. Et il est important de pouvoir accompagner les victimes, quelles qu'elles soient, dans toutes les étapes de la procédure. Ça peut aller du signalement au procureur, au dépôt de plainte, et puis ensuite aux différentes étapes d'une procédure, y compris au procès, de façon à ce que les victimes ne se sentent pas toutes seules, perdues dans ce monde qui n'est pas le leur, Dieu merci, la plupart du temps. D'ailleurs, vous travaillez ensemble parce que vous êtes aussi travaillez en collaboration avec l'association. Je ne peux pas vraiment parler de collaboration, mais en tout cas, oui, j'interviens régulièrement. L'association est très présente au niveau judiciaire. Donc, effectivement, j'ai eu l'occasion d'accompagner des victimes qui étaient entre les mains de l'association SOS Violence pour justement, comme Madame Mestre vient de vous l'expliquer, qu'elles soient déjà juridiquement et judiciairement représentées par un avocat, ce qui est important, et puis qu'elles puissent être accompagnées par l'association qui est là également en soutien. Que ce ne soit pas un frein, en fait. Que ce ne soit pas un frein, et parce que beaucoup de femmes ou de victimes en général vont dire « Ah oui, mais je n'ai pas les sous pour payer l'avocat ». Il y a un système qui s'appelle le système de l'aide juridictionnelle, ce qui fait que toute victime, quel que soit son niveau de revenu, a le droit d'être représentée et accompagnée par un avocat. Et y compris les enfants mineurs, si vous voulez. Et donc c'est important que le fait de méconnaître cette possibilité puisse être un frein pour les victimes d'être présentes et ou représentées à une audience qui les concerne en premier chef. Et qui peut s'adresser à votre association? Tout le monde. Tout le monde. Alors tout le monde, il y a bien entendu les victimes, mais il y a aussi les proches de victimes qui peuvent nous signaler un certain nombre de faits ou qui peuvent accompagner les victimes. Il y a aussi certains professionnels, que ce soit de la police ou de la gendarmerie ou de la justice, qui nous désignent dans certains cas pour la justice comme administrateurs ad hoc pour des victimes mineures. C'est-à-dire que comme les 2 tiers des problématiques pour les victimes mineures sont des problématiques intrafamiliales au sens large du terme, à ce moment-là, pour tout ce qui a trait à la procédure, c'est un représentant extérieur à la famille qui prend en compte les intérêts de la victime, et nous sommes très souvent désignés dans ce rôle d'administrateur ad hoc à la demande de la justice. Et comment on fait? On vous appelle? On va directement vous voir? On nous appelle, on a un numéro d'appel gratuit qui est le 05 11 11, et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous en fonction de l'étape à laquelle en est la procédure, s'il y a une plainte, s'il n'y a pas eu de plainte, et puis on explique un petit peu quelles sont les règles, parce que même si ça a beaucoup évolué ces dernières années, il y a des règles de prescription, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, 30 ans après, en parler, ça peut être compliqué. Même si ça a fait beaucoup de progrès, et puis savoir dans quel registre on se situe, comme le disait Maître Despujol, si c'est un délit, si c'est un crime, voilà. Et donc tous ces cadres-là, il faut les poser avec la victime en fonction de ce qu'elle nous dit, et après la conseiller et l'aider au mieux par rapport à une procédure éventuelle. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter ce témoignage poignant. Nous allons l'appeler Leïla. Elle a aujourd'hui 20 ans. Elle raconte des faits survenus alors qu'elle avait 15 ans. Elle témoigne anonymement. Attention, ce témoignage peut choquer les plus jeunes. Alors, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui m'a eu un peu sous son emprise, par le fait que j'étais déjà dans une période où j'étais assez sensible, fragile, et on était dans son environnement à lui qui était fumer, boire, la fête, et donc ce qui s'est passé, c'est que on a eu
on était en couple et je refusais catégoriquement d'avoir des relations sexuelles avec lui. Et Et je lui ai bien fait comprendre que je ne voulais pas. Et un jour, rentré de fête, et il a commencé à me battre en me disant que j'étais coincée, que j'étais qu'une traînée. Et je ne savais plus quoi faire, donc plusieurs fois, à maintes reprises, j'ai dit non. Et devant tous ses amis, qui étaient vraiment ses amis, moi je n'avais aucun ami dedans. Il me rabaissait constamment, il leur disait que j'étais qu'une pute. Devant moi, j'étais là, ils étaient tous autour de moi. Et il disait que j'étais une traînée, qu'il aimerait bien que je me fasse violer. Et un jour, la fois de trop, je pense que c'était moi la 20e fois qu'il forçait, je me suis laissé faire. Donc, pour lui, c'était une relation consentie, mais pour moi, je l'ai plus vécu comme un viol, parce que je voulais pas, et je faisais que pleurer. Et on s'en suivi de ça, plusieurs fois, il m'a violée avec ses amis. J'étais souvent en état d'ébriété, j'étais souvent saoul ou j'avais fumé du cannabis parce que j'étais pas bien en fait. Il me tapait souvent et j'ai encore des flashbacks d'eux en train de me tirer par les bras ou de me déshabiller. Alors Leïla, elle le dit, hein, j'ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas d'accord. Et puis j'ai fini par céder. Pour lui, c'était une relation, mais moi, je l'ai ressenti comme un viol. Ça l'est clairement, maître Despujol. Alors, c'est tout le débat juridique qui peut se poser quand on est en cour d'assises. Mais ce qui est fondamental et ce qu'il faut que les victimes sachent, c'est qu'à partir du moment où elles ont dit non, où elles ont montré qu'elles ne voulaient pas, la personne qui insiste bascule de l'autre côté de la loi. Alors, il peut y avoir le ressenti que lui, il a, et c'est là où des fois il peut y avoir un débat juridique qui peut se poser, mais à partir du moment où la victime a clairement manifesté qu'elle ne souhaitait pas, et puis là, quand on entend ce témoignage, la victime manifestement pleurait, donc la personne qui commettait le geste ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas consentante, on bascule effectivement dans le cadre de la loi pénale et dans le cadre du viol. D'accord. Est-ce que ne pas prononcer le mot non, ça veut dire qu'on est d'accord? Alors, pas forcément. Le désaccord et le consentement ne nécessitent pas forcément qu'on dise non. Alors, c'est vrai que si on part dans le détail plus juridique, c'est vrai qu'au niveau de la loi pénale, on dit que le viol, c'est caractérisé par violence, contrainte, menace ou surprise. Et bien souvent, il peut y avoir chez les victimes ce qu'on appelle l'état de sidération, c'est-à-dire que des victimes sont dans un état de choc tel au moment où l'acte se produit qu'elles sont totalement figées. C'est un mécanisme physiologique qui se crée. C'est pas que psychologique, c'est vraiment... Enfin, ça, on ne rentrera pas dans le détail, mais enfin, c'est un véritable mécanisme physiologique qui se crée et qui est aujourd'hui totalement reconnu, qui empêche les victimes tétanisées de réagir. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'elles sont consentantes. Et là, alcoolisées? Dans les cas Alors, où on est alcoolisé, quand on est alcoolisé, on n'est pas en état de consentir. Donc, on tombe encore une fois dans le coup de la loi pénale. Et effectivement, quelqu'un qui abuse d'une personne qui est ivre, qui dort ou qui n'est pas en tout cas en état de manifester son consentement, on bascule dans le cadre de la loi et dans le cadre du viol. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que déjà, une femme qui dit non, c'est non. Et c'est pas parce qu'on est en couple, et ça j'insiste parce qu'on le voit bien trop souvent, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de consentir à des rapports sexuels dont on ne veut pas. C'est important de le signaler parce qu'on a aussi des victimes qui pendant des années subissent des rapports sexuels forcés parce qu'elles croient que le fait d'être en couple les oblige quelque part à avoir des rapports sexuels. J'aimerais insister sur l'alcool. Oui. Parce que c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Et il y a deux choses. Certains prédateurs considèrent qu'on leur a dit non. Ils sont à une fête et ils considèrent que si la jeune fille qui leur a déjà dit non picole un peu ou boit un peu, le fait qu'elle ait bu l'exonère de ce non puisqu'elle avait qu'à pas boire. Et voilà. Bon. Deuxième paramètre, les jeunes femmes qui ont bu
ont d'autant plus honte et culpabilisent d'autant plus et n'osent pas en parler ou n'osent pas porter plainte en disant, quelque part, c'est de ma faute, j'avais bu. Donc je crois qu'il est important de bien rappeler que le fait d'avoir bu une bière ou deux bières, voire plus si affinité, n'est pas un permis de viol par rapport à ceux qui pensent que ça pourrait l'être, et que cette honte que ressentent toutes les victimes de violences sexuelles, elle est générale, si vous voulez. J'ai pas su résister, j'étais pas au bon endroit au bon moment, j'avais fumé un joint ou j'avais bu deux bières. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer. Cette honte, elle est prégnante chez toutes les victimes. Et il ne faut pas considérer non plus que le fait qu'une fille boive est un permis de viol qui permet, alors qu'elle a dit non quand elle était à jeun, ou même quelquefois quand elle avait bu, c'est pas un permis de la violer en disant ben, elle n'avait qu'à pas boire. Donc je crois qu'il est très très important, bon, quand on connaît la prégnance des problématiques d'alcoolisme ou d'alcool de fête, festif en Calédonie, de bien expliquer que, un, l'alcool, c'est pas un permis de viol. Deux, l'alcool, c'est pas un facteur qui doit culpabiliser encore plus la victime et l'empêcher de dénoncer des faits qui, de toute façon, sont insupportables. Les violences sexuelles et sexistes peuvent prendre plusieurs formes et souvent les victimes ne savent pas qu'elles subissent une violence. Est-ce qu'aujourd'hui, les victimes arrivent mieux à les discerner ou non? Je pense qu'elles arrivent mieux à les discerner. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas zapper non plus. C'est par exemple les violences par le biais des réseaux sociaux, par le biais des SMS insultants et autres. Ce sont aussi des atteintes sexistes, si vous voulez. Certaines vidéos qui sont diffusées, on en a tous des exemples à l'esprit, si vous voulez. Il n'est pas obligé qu'il y ait un passage à l'acte physique, comme disait Maître Despujols, pour se trouver avec une infraction caractérisée. Donc, et c'est absolument redoutable et ça a un effet dévastateur sur certaines victimes. Les réseaux sociaux amplifient énormément ce dénigrement et ces agressions. Et il ne faut pas les occulter, et il ne faut pas dire « ah ben c'est rien, il ne s'est rien passé ». Minimiser, minimiser ce genre de choses. Je vous propose de poursuivre avec la suite du témoignage de Leïla. On l'écoute. Mon cerveau a complètement occulté ça parce que c'était un traumatisme trop violent pour moi. Et quelques années plus tard, eh bien, tout est remonté à la surface. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je voyais que mon comportement avait changé, que en fait, j'étais complètement en dépression, que j'étais plus la même. Donc j'ai décidé d'aller consulter. Et de là, s'en est suivi des séances de psy, de psychiatre. Et on a fait un signalement, parce que j'étais mineur, parce que j'étais encore en danger. Et j'ai entamé des procédures, une plainte contre lui. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai été à plusieurs reprises convoqué à la police nationale pour des enregistrements, des interrogatoires, etc. Puis ensuite, à la gendarmerie, on m'a demandé des preuves, parce que je n'avais aucune preuve à fournir, mis à part des preuves écrites. On m'a demandé les preuves écrites. Il a avoué noir sur blanc ce qu'il m'avait fait avec ses amis. Et une fois arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'ils avaient convoqué tous ses amis à lui qui étaient là sur ces moments-là. Et ils ont tous nié en bloc en disant que j'étais qu'une pourriture, que j'étais une menteuse, j'étais manipulatrice, qu'il ne fallait pas m'écouter. Et les gendarmes m'ont dit que des preuves écrites ne seraient pas valables, parce que c'est sur Internet, ça pourrait être un montage. On ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru. Et ensuite, ça a été classé sans suite, pour manque de preuves. Maître Despujols, donc son affaire a été classée sans suite. Elle en souffre aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut encore agir? Alors là, il faudrait vraiment que j'ai les éléments de date en fait par rapport à son dépôt de plainte, mais généralement, c'est pas parce qu'on a initialement un classement sans suite qu'il n'y a plus de recours possible. C'est là où c'est important en fait pour les victimes peut-être d'être accompagnées pour qu'elles sachent justement comment réagir face à ces demandes et face des fois aux problématiques auxquelles elles se heurtent lorsqu'elles déposent plainte ou elles sont pas forcément toujours bien reçues aussi. C'est déjà une démarche qui est compliquée parce que quand on va dénoncer des faits
d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, on est dans le cadre de l'intimité. Donc, c'est déjà une démarche qui est difficile. Et en plus, quand on nous dit que ça ne va pas aboutir, ou quand on sent aussi une victime qui sent que l'enquêteur n'adhère pas à ce qu'elle dit, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est important que les victimes puissent être accompagnées dès le départ. Ensuite, effectivement, dans son cas, il faut savoir que ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu un classement sans suite qu'elle ne peut pas faire une démarche judiciaire supplémentaire. Mais pour ça, il faut être accompagné d'un avocat parce qu'effectivement, il faut aller déposer plainte directement entre les mains d'un juge d'instruction qui est un magistrat qui va, lui, réouvrir le dossier et diligenter éventuellement des actes qui pourraient justement prouver l'infraction qui est reprochée. Elle peut donc se retourner vers vous, peut-être ? Il n'y a aucun problème, si vous voulez, qu'elle nous contacte et pour qu'on essaie de définir une guideline et des actions possibles à entreprendre. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour déposer plainte ? Alors oui, on parle des délais de prescription. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de délais différents. Et c'est vrai que la loi, heureusement, a changé, notamment pour les victimes de faits d'agression sexuelle ou de viol lorsqu'elles étaient mineures. C'est vrai que c'était compliqué avant. Une victime, on sait que... Alors, il y a tout ce qu'on appelle la mémoire traumatique. On a des enfants qui ont vécu des violences sexuelles quand ils étaient petits, qui vont l'occulter complètement, le cerveau va l'oublier complètement, et puis ça va ressurgir plus tard. Comme elle le dit. Comme elle le dit, alors c'est vrai que la particularité, vraiment, c'est quand ça intervient des dizaines d'années plus tard, où là, effectivement... se poser la question de savoir si on était encore dans les délais légaux pour que la personne puisse déposer plainte. Heureusement, maintenant, la loi permet une grande souplesse au niveau de ces délais de prescription. Et justement, pour que les victimes qui ont été victimes d'infractions sexuelles dans leur enfance puissent, une fois adultes, déposer plainte. Anne-Marie Metz, l'association existe depuis plusieurs années. Et vous êtes présidente depuis 1996, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être remarqué ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font appel à vous ou non ? En 2 ans, on a une augmentation d'activité de près de 40%, si vous voulez. Effectivement, ça fait 30 ans que l'association existe. Et c'est vrai qu'on a étendu le champ. Il y a les violences sexuelles et sexistes, mais il y a aussi toutes les violences qui peuvent être prises en compte par l'association. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, la prise de parole est de plus en plus importante. Alors, si on est optimiste, on dit que c'est que les gens s'approprient la dénonciation de ces faits. Si on est moins optimiste, on se dit qu'il y en a plus en valeur absolue. Je crois que l'important, c'est que cet espace de parole demeure, que la dénonciation des faits soit effective. On a la chance en Calédonie d'avoir... moi, je suis quand même frappé par les progrès énormes qui ont été faits. Tu parlais des recueils de plaintes au niveau de la gendarmerie et de la police nationale dans l'accueil des victimes et dans les recueils des plaintes. Au niveau de la justice, il y a aussi eu une démarche très volontariste parce que je crois que tout le monde a été alarmé par les records qu'on détient malheureusement en la matière. Et c'est un vrai problème sociétal et qu'il faut prendre en compte en tant que tel. Comme on est un petit pays, on arrive finalement à initier des réseaux de confiance et surtout d'efficacité dans l'intérêt bien compris de toutes les victimes. C'est vrai que par moments, on a l'impression d'être dans des dimensions parallèles. L'âge des victimes dont s'est occupée l'association, ça va de 18 mois à 87 ans. C'est aussi inconcevable à 18 mois qu'à 87 ans et entre les deux, si vous voulez. Là, on est dans une autre planète. Et je crois qu'aucune société ne peut accepter ce genre de pratique. Violence sexuelle, certes, violence sexiste, oui. Les réseaux sociaux, on l'a évoqué, ça a des incidences également catastrophiques. Et je crois qu'on est tous responsables de quelque chose, à quelque niveau que ce soit, dans cette problématique-là. Ce sera ma dernière question. Pour vous, Maître Despujol, les condamnations, est-ce que tous ces faits sont condamnables ? On parlait d'agression sexuelle et sexiste. Il faut être prudent dans ce qu'on dit. Il peut y avoir des poursuites judiciaires. Après, c'est au cas par cas, en fait. Les condamnations, elles sont prononcées par les juridictions qui apprécient en fonction des éléments qu'ils ont dans chacun des dossiers. Donc, des condamnations, oui, on en a. Et il ne faut pas avoir peur, justement...
c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais enfin, il ne faut pas avoir peur de la démarche judiciaire, de craindre que ça n'aboutisse pas à quelque chose. Faire une démarche judiciaire, c'est déjà faire enregistrer quelque chose. Donc, il y a des condamnations. On a des sessions d'assises, qui est la juridiction compétente pour les viols, qui condamne plusieurs fois dans l'année lors des sessions, hein, parce qu'on a beaucoup de dossiers de viols sur les sessions d'assises. Il y a des condamnations qui tombent. Hein, donc, non, il y a vraiment une réponse judiciaire qui existe aujourd'hui. Je vous vois soupirer, alors peut-être que vous vouliez prendre... Non, moi je partage l'analyse de Maître Despujol. Il y a des condamnations. Et c'est vrai qu'il y a une graduation dans les condamnations qui est proportionnelle aux actes, au contexte et autres. Mais ça peut, dans certains cas, aller d'un simple rappel à la loi à 15 ans ou 20 ans au camp Est. Quoi. Si vous voulez, l'amplitude des c'est vraiment des peines au cas par cas pour... ça dépend des infractions qui sont réprimées à ce moment-là. C'est vrai que... Mais même pour des actions sur Internet, il y a eu des condamnations tout à fait significatives, et c'est très bien comme ça. On va rappeler le numéro de l'association SOS Violence, c'est 05 11 11. C'est gratuit. C'est gratuit. Et on peut appeler tous les jours de la semaine. Sauf le week-end. Sauf le week-end. Alors, on arrive au terme de cette émission. Merci, Maître Despujol. Merci à vous. Merci, Anne-Marie Mestre, pour toutes ces précieuses informations. Émission à revoir sur Calédonia dès demain. Mercredi prochain, on parlera solidarité à un mois de Noël. Je vous souhaite une excellente soirée.